Bonjour à tous et bienvenue sur votre rendez-vous de l'Agora des directeurs juridiques. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique plus qu'intéressante qui est démystifier l'intelligence artificielle, comment ça marche et que peut-on en attendre. Et pour ce faire, nous recevons en plateau télé Romain Leralu, qui était jusqu'à cet été directeur du lab IA de Criteo. Bonjour Romain. Bonjour Julie. Et je suis également accompagnée de François Lemery, avocat au sein du cabinet Saman et fondateur de l'Agora des directeurs juridiques. Bonjour François. Bonsoir Julie. Merci également d'avoir répondu présent. Je laisse maintenant la parole à François pour présenter notre invité d'honneur. Merci beaucoup. J'ai un grand plaisir à vous présenter Romain Leralu. Romain que je connais depuis quelques années. Romain qui est ingénieur des ponts et chaussées. Ça, je dirais, c'est une formation scientifique relativement classique, mais il a complété par un DEA, donc on dirait aujourd'hui un Master 2 en intelligence artificielle, et ça, c'était au début des années 2000, donc je ne cherche pas à vous vieillir, mais c'est intéressant de voir qu'il y a une petite vingtaine d'années, on parlait déjà d'intelligence artificielle, ça recouvrait probablement autre chose qu'aujourd'hui. Formation qu'il a complétée évidemment par un doctorat de sciences aux Mines de Paris. Romain a fait un parcours évidemment professionnel entièrement dans la recherche en IA, d'abord dans une société française qui travaillait sur de la reconnaissance d'écriture avant de rejoindre Criteo où il a été ingénieur de recherche et où il a pris la direction du laboratoire de recherche en intelligence artificielle de Criteo lors de sa création en 2018. Laboratoire de recherche, pour ceux qui ne le savent pas, qui est le plus grand laboratoire de recherche européen privé en intelligence artificielle, avec à peu près 100 ingénieurs et chercheurs. Donc, sous la direction de Romain depuis 7 ans, et il vient de quitter Criteo il y a quelques semaines, mais on a le grand plaisir de l'accueillir ce soir, afin qu'il nous parle un petit peu de son sujet de prédilection. Alors Romain, pour rentrer dans le vif du sujet, pour vous, qu'est-ce que l'IA et comment ça marche ? Alors c'est une excellente question. D'abord, merci beaucoup de m'accueillir. Merci Julie, merci François. L'intelligence artificielle, alors oui, c'est un domaine dans lequel j'ai étudié au début du siècle, même au début du millénaire, on peut dire maintenant. Mais c'est un terme qui est beaucoup plus ancien que ça. Il a été inventé, si on peut dire, en 1956 à la conférence de Dartmouth dans laquelle on a réuni les plus grands informaticiens du monde et on leur a posé comme question est-ce que la machine peut penser et à votre avis, à quel horizon est-ce qu'on aura des ordinateurs? Alors à l'époque, un ordinateur, ça rentrait dans une pièce absolument gigantesque et ça avait la puissance de calcul d'une petite montre microscopique. Et la question était, est-ce que la machine peut penser et à quel horizon est-ce qu'on pourra vraiment converser avec des machines qui seront intelligentes? La réponse a été d'ici une dizaine d'années. Et tous les ans, c'est d'ici une dizaine d'années. L'IA, au début, était conçue comme un système à base de règles. S'il se passe ceci, alors il faut faire cela. S'il se passe ceci, il faut faire cela, etc. Et petit à petit, les règles commençaient à devenir absolument gigantesques parce que pour appréhender la complexité du monde dans des choses aussi simples que des fonctions logiques, ça commençait à devenir vraiment très compliqué. Et cela dit, ça a donné lieu à ce qu'on appelait les systèmes experts, je dirais dans les années 70-80 à peu près. Ça a amené, via ces technologies-là, à la première victoire d'une machine aux échecs contre le champion du monde humain. C'était la machine d'IBM, Deep Blue, en 1998, je dirais, un truc comme ça, voilà. Mais ça nécessitait vraiment une complexité de programmation qui était gigantesque. Les informaticiens ont beaucoup de qualités et leur première qualité, c'est d'être très, très feignants et ils préfèrent faire travailler les machines plutôt que de travailler eux-mêmes. Donc, ils ont dit, on va inventer des machines qui sont capables de trouver d'elles-mêmes les règles qui expliquent le problème ou qui expliquent le monde. Et ça a été une véritable transformation qui est à l'origine de ce qu'on appelait les réseaux de neurones. Première conception mathématique dans les années 60. Premier succès début des années 90 avec les travaux de Yann Lequin, célèbre chercheur et prix Turing justement pour ses travaux. Et petit à petit,
dans le début des années 2000, on s'est mis à réussir à résoudre de plus en plus de problèmes via des techniques qu'on appelle machine learning en bon anglais ou apprentissage numérique. C'est-à-dire que au lieu de dire à la machine s'il se passe ceci, tu vas faire cela, on s'est mis à lui présenter des exemples. Voilà. Dans ce cas-là, par exemple, on lui montre une photo et ceci est un chat, ceci est un chien, ceci est un chat, ceci est un chien, avec des quantités d'exemples qui étaient significatives. Et la machine apprenait d'elle-même, en analysant les pixels des images, par exemple, à dire, OK, ben, lorsque j'ai cette combinaison de pixels, lorsque j'ai des petits traits, si je vois des petites moustaches et tout, c'est plutôt un chat ou c'est plutôt un chien. On a continué comme ça pendant des années, avec comme limitation la quantité de données et la capacité de calcul pour réussir à traiter toutes ces données. Je dirais que la science théorique, les concepts mathématiques étaient là, la capacité de calcul et de traitement traînait un petit peu derrière. Jusqu'au début des années 2010, dans lesquelles on s'est mis à avoir suffisamment de capacité de traitement et suffisamment de données accessibles pour être capable d'atteindre un niveau où les performances d'un modèle de machine learning, donc un modèle appris sur les données, commençaient à devenir équivalentes aux capacités de traitement d'un humain. Donc, c'est-à-dire qu'on avait une machine qui était capable de reconnaître des chats et des chiens avec la même efficacité que des êtres humains. L'intérêt de reconnaître des chats et des chiens est assez limité, mais lorsqu'on résout un problème en science, lorsqu'on résout un problème, on est capable après de le décliner sur plein d'autres utilisations et qui sont apparues à partir de ces années de 2010 dans des domaines comme la reconnaissance d'écriture manuscrite, donc c'était le domaine dans lequel j'ai travaillé à l'époque, l'analyse de photos, par exemple des images médicales, être capable de repérer qu'il y a des lésions ou des choses et être capable de prédire là, à mon avis, il va falloir parler à un radiologue ou faire des examens complémentaires. Donc toutes ces choses qui sont petit à petit arrivées via la résolution de problèmes de plus en plus avancés, avec des performances équivalentes à celles des humains, mais en utilisant des machines, on était capable vraiment de démultiplier justement l'accès à ces choses-là. Et très récemment, puisque c'est à peine il y a 3 ans, il y a eu une nouvelle révolution dans le monde de l'IA avec les LLM, les Large Language Models, les modèles de langage très grands, dans lesquels on est arrivé à capturer une partie de l'intelligence humaine en analysant des quantités de texte absolument faramineuses. Globalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris toutes les données disponibles, avec une certaine définition de disponible qui peut éventuellement faire titiller certains juristes. On a pris toutes ces données et on a entraîné des modèles à prédire le mot suivant. Et pour prédire le mot suivant dans une phrase, il faut comprendre la phrase. Et à partir de ça, on s'est mis à avoir des modèles de plus en plus complexes, absolument gigantesques, mais qui sont capables, peut-être, de comprendre la logique humaine, le raisonnement, et d'arriver à ces intelligences artificielles conversationnelles qu'on a de nos jours, dans lesquelles on peut effectivement faire une conversation avec un robot, poser des questions, lui demander de synthétiser un texte, lui demander même de générer des textes, des images, etc. Donc c'est très brièvement 70 ans d'évolution de l'intelligence artificielle jusque de nos jours avec ChatGPT, DALL-E et toutes ces technologies qui maintenant sont qu'on peut retrouver dans toutes les maisons, dans toutes les utilisations. Maintenant que, comme vous le disiez, l'IA a envahi nos vies, que faut-il faire justement pour que chacun puisse en tirer des bénéfices ? Alors ça, c'est une très très bonne question. Je dirais que jusqu'à récemment, l'IA était quelque chose qui n'était pas directement visible. Les gens n'interagissaient pas directement avec une IA. Par exemple, dans le domaine de la publicité, qui est le domaine d'expertise de Criteo, dans lequel j'ai travaillé pendant 13 ans, nos systèmes d'intelligence artificielle essayaient de prédire quels étaient les produits qui allaient intéresser les personnes et
de les mettre en avant dans des bannières de publicité pour optimiser l'intérêt des gens, l'engagement qu'ils pouvaient avoir vis-à-vis d'une marque ou d'un site de e-commerce. Si on prend le cas, prenons par exemple mes amis de Deezer qui font des services de musique en ligne, eux, leur système de recommandation, c'est recommander la prochaine chanson pour qu'on ait en permanence de la musique qui nous plaise dans les oreilles. On a d'autres systèmes, YouTube fait la même chose avec des vidéos. Tous ces systèmes-là étaient finalement invisibles vis-à-vis de l'utilisateur. On les utilisait, je dirais, sans le savoir. Et bien évidemment, c'est encore plus caché lorsque ce sont des IA, des modèles de machine learning qui travaillaient sur de l'optimisation de processus industriels, de la logistique, etc. Donc, de nos jours, maintenant, on a tout un chacun accès directement à un modèle. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut apprendre aux gens à utiliser au mieux ces technologies-là et aussi à être assez prudent parce que ces technologies apportent aussi des risques ou apportent potentiellement des biais et également des erreurs possibles qui peuvent arriver. Donc, la clé va résider dans la vitesse à laquelle on est capable d'apprendre à la population, au grand public, aux gens qui ne sont pas des experts, à utiliser ces nouvelles technologies sans, je dirais, se tirer une balle dans le pied et risquer de faire finalement plus de mal que de bien. Et peut-être poser un cadre dans l'univers des entreprises, comme on s'adresse à des directeurs juridiques, c'est un peu les questionnements qui se posent Alors, au sein des discussions. Effectivement, l'IA ouvre une boîte de Pandore de questions juridiques, que ce soit la propriété intellectuelle de toutes ces données qu'on utilise pour l'entraînement, parce que bon, on sait qu'il y a des questions qui se posent. Les entreprises qui produisent ce genre de modèles ne sont pas forcément très ouvertes sur la source des données. Et il y a des gens qui se posent la question de savoir s'ils n'auraient pas pris des données copyrightées. Donc ça, c'est une question. Qui possède la propriété intellectuelle de quelque chose qui a été généré par une IA? Quels sont les risques en termes de protection des données au sens industriel, protection des données personnelles au sens RGPD? Donc il y a énormément de questions. Si jamais une IA fait une erreur, par exemple une voiture autonome s'écrase et renverse un enfant, qui est responsable? Est-ce que c'est le propriétaire conducteur mais qui n'a pas les mains sur le volant? Est-ce que c'est la personne qui a construit et vendu la voiture? Est-ce que c'est l'entreprise d'IA qui a développé le système de conduite? Ça ouvre des questions complètement nouvelles qui sont absolument passionnantes et absolument critiques pour trouver le bon équilibre entre protection de la société, protection des personnes, et quand même innovation et pouvoir tirer le meilleur parti de ces technologies nouvelles qui sont absolument fascinantes. Alors Romain, aujourd'hui, on a passé le cap de l'IA générative, on parle d'IA agentique, donc tous les acteurs en parlent. Qu'est-ce qu'il faut en attendre de cette IA agentique qui apparemment est la prochaine étape du développement de l'IA? Et qu'est-ce que ça va faire et qu'est-ce que ça ne pourrait pas faire Alors, l'IA agentique, c'est, je dirais, c'est effectivement la nouvelle demi-génération issue des LLM. C'est de se dire que un modèle qui est capable de tout faire, en fait, ne va rien faire de vraiment bien. Et il est préférable d'avoir un système dans lequel chaque tâche va être réalisée par une IA qui sera spécialisée pour cette tâche. Et potentiellement, une IA qui peut tourner chez nous pourra communiquer avec une autre IA qui sera chez un fournisseur de services ou un site de e-commerce ou n'importe quelle autre entité, un bibliothécaire IA qui a accès à une base de données. Et ces deux systèmes, chacun étant optimisé pour une certaine tâche, pourront communiquer de façon efficace et optimale. Moi, mon IA à moi sera un peu comme un assistant, quelqu'un qui aura comme objectif de me faciliter la vie et pourra avoir accès à d'autres IA via des protocoles optimisés de communication, ces autres IA représentant différents acteurs. Donc c'est de la communication comme tout un chacun, mais avec des agents qui, chacun, s'occuperont de décortiquer un objectif, une tâche,
en toutes les actions individuelles nécessaires et qui communiqueront avec les meilleurs interlocuteurs, merci, pour réussir pour réussir à accomplir la tâche originelle. Par exemple, j'ai envie d'aller au restaurant, je demande à mon agent personnel, trouve-moi un restaurant pour, je sais pas moi, pour demain soir, avec telle et telle catégorie, ou à la limite, vu que c'est mon agent à moi, il sait quels sont mes goûts, il sait quelles sont mes envies, il sait peut-être que c'est mon anniversaire de mariage et donc il faut quelque chose d'un peu sympa. Et l'agent va se débrouiller, va parler à d'autres agents, va parler à peut-être même des êtres humains qui ne sont pas encore passés aux agents. Il va se débrouiller pour aller me dire « Ok Romain, voilà, demain soir à 20h, une table est réservée à tel endroit. » Et l'idée, c'est ce qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'on a justement ces capacités de communiquer, mais vu qu'on travaille beaucoup sur du texte, ça peut être du texte écrit, ça peut être du texte parlé, mais l'agent peut très bien envoyer un email et ne pas savoir si derrière ce sera un autre agent ou un humain qui va lire cet email et qui va répondre et il écrira en mon nom, cher monsieur Leralu, voilà, votre table est réservée, ou alors malheureusement nous ne sommes pas disponibles à telle date. Et via justement ce protocole qui fonctionne aussi bien pour des IA que pour des humains, on est capable de faire une transition progressive qui nous permet d'avoir finalement une compatibilité ascendante entre les technologies anciennes, l'humain qui décroche son téléphone ou qui envoie son email, et l'agent qui agit au bénéfice de son propriétaire. Alors Romain, quand on dit ça, donc là ça ouvre des perspectives qui sont impressionnantes. Et si on se positionne dans 10 ans, quand l'IA aura envahi notre société, c'est déjà le cas dans les entreprises, ça commence dans les écoles, ce sera fait dans les écoles, dans les administrations. Quelle place restera-t-il pour l'humain et comment voyez-vous la société complètement imprégnée d'IA dans 10 ans ? Alors, prédire ce qui va se passer dans le monde de l'IA dans 10 ans, c'est un challenge, puisque déjà, il y a 3 ans, les LLM n'existaient pas, ou en tout cas, ils existaient, mais on n'en parlait pas, et surtout, ils n'avaient pas atteint ce niveau de performance et d'autonomie qu'on a maintenant. Donc, prédire ce qui peut se passer dans 10 ans, c'est toujours un peu compliqué, et en particulier dans le monde de l'IA qui évolue à une vitesse absolument extraordinaire. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans le passé, dans les évolutions scientifiques. On n'a jamais vu une explosion aussi énorme et aussi rapide de nouvelles technologies qui arrivent. Tout ce qu'on dit ce soir, si ça se trouve demain, ce sera faux parce que quelqu'un aura développé une nouvelle technologie qui tout d'un coup rendra tout ce qu'on dit ce soir caduque. On peut quand même essayer d'imaginer ce qui peut se passer. Toutes les tâches à valeur ajoutée pour lesquelles un humain est nécessaire, la créativité, l'interaction avec d'autres humains, l'art, toutes ces choses-là existeront toujours. En revanche, certains métiers, certaines actions seront probablement remplacées par des machines. Par exemple, l'informatique et le courrier électronique ont fait que les sténodactylos qui prenaient les notes et tapaient ensuite les lettres à la machine ont été remplacés par soit on tape nos propres emails nous-mêmes, soit des assistants qui ont un rôle plus riche, plus important dans l'accompagnement des directeurs, parce que le temps a été libéré par la technologie, finalement. Donc, on va avoir des déplacements, je dirais, de temps et d'activité vers des choses qui sont à plus grande valeur ajoutée et en tirant parti du génie humain, finalement, et en particulier, je pense à tout ce qui est autour de la créativité, et en particulier de la créativité artistique, mais également tout ce qui est l'imagination, parce que la réalisation, de plus en plus, sera faite par des IA. Il restera, je dirais, beaucoup plus de temps pour faire les choses qui nous rendent absolument uniques en tant qu'être humain. Merci beaucoup Romain, merci François. Je vous donne peut-être rendez-vous dans 10 ans, on verra où on en sera. Merci à tous pour votre écoute et on se retrouve en octobre pour un prochain rendez-vous de l'Agora des directeurs juridiques.